tout d'abord remercier Pierre pour ce mot d'accueil et pour le soutien constant qu'il nous apporte et grâce auquel, malgré les nombreuses vicissitudes financières que nous vivons, nous pouvons mener à bien nos actions. Je tenais à remercier également l'ensemble des marraines et des parrains de l'association qui fait que SOS Racisme est précisément un peu plus qu'une association et une organisation qui est un mouvement qui rayonne dans différentes sphères de la société. Et je tenais enfin à remercier les salariés et les militants de SOS Racisme, non seulement évidemment pour... Ça repoussera les discussions sur les augmentations. Non seulement pour évidemment la participation active à l'organisation de ce dîner, mais également pour leur implication précieuse dans un combat dont chacun peut voir à quel point il peut apporter des mauvais coups. Et hier soir, je réfléchissais à ce que j'allais bien pouvoir dire à ce dîner, et je tombe par hasard sur le film La Guerre des Mondes, film de Spielberg, mais tiré d'un livre d'Herbert George Wells, qui s'indignait à travers ce livre La Guerre des Mondes, et on avait fait une parabole contre la destruction des Tasmaniens au XIXe siècle par des colons britanniques qui étaient sûrs d'être d'une civilisation supérieure. Et Wells avait fait de ce livre une magnifique parabole, qu'on ne voit plus beaucoup chez Spielberg au demeurant, mais qui me semble extrêmement intéressante. Et en pensant à cela, je pensais à Trouganini, qui est cette dernière des Tasmaniennes, morte au XIXe siècle, qui avait été accoutrée contre ses choix et contre ses désirs à l'européenne, et dont le squelette avait été exposé pendant quelques dizaines d'années dans une vitrine de musée. Je me disais que, en me remémorant cela, il y avait eu, pendant des décennies, une invention du sauvage, selon le terme d'une exposition magnifique d'ailleurs, actuellement au Quai Branly, une invention du sauvage à travers les os humains, à travers des exhibitions, qui permettait notamment de résoudre la contradiction entre l'humanisme hérité de la Renaissance et l'entreprise coloniale, qui était une entreprise de domination et de déstructuration. Et pour résoudre cette contradiction, eh bien, il a fallu nier le génie civilisationnel au peuple d'Afrique. On a oublié le royaume de Méroé, le royaume d'Aksum, les royaumes du Congo et du Mali, les structures mégalithiques du Zimbabwe, et lorsqu'elles n'étaient pas niées, on disait qu'elles venaient de peuples de contact dont la part de sang blanc leur permettait précisément d'accéder à ce génie civilisationnel. Je pensais alors à mon père, qui vient du Togo, et à la jeunesse que j'avais eue à Valenciennes, dans une petite ville à côté de cette magnifique cité de Valenciennes, dont le maire était tout à l'heure présent d'ailleurs, Jean-Louis Borloo, mais qui vient de devenir grand-père, qui a dû donc partir à la maternité en urgence. Et donc nous le félicitons pour cet heureux événement. Et je pensais au nom de ma rue, dont la plaque figurait 19 mars 1962. Et en pensant à mon père et au Togo, je pensais au Bénin et au port de Ouidah, duquel partirent l'immense majorité des esclaves noirs qui furent déportés vers les Amériques, au nom d'une civilisation qu'ils vivaient comme supérieure. En pensant à Valenciennes, qui était le berceau de la famille de ma mère, je pensais au fait que le centre-ville de cette ville avait été détruit, rasé, pendant la Seconde Guerre mondiale, par les nazis, au nom d'une civilisation qui se pensait supérieure. En pensant en 1962, je me disais que c'était finalement cette date symbole de la fin de la guerre d'Algérie, la lointaine conséquence d'une entreprise coloniale menée par la France, au nom là aussi d'une civilisation qui se pensait comme étant supérieure. Et immanquablement, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette France et à sa part lumineuse, cette France dans laquelle des individus manifestèrent en faveur du très rigide capitaine Dreyfus, comme si leur vie en dépendait, une France dans laquelle mon grand-père Eugène avait accueilli mon père par sa culture ouvrière, mais n'a jamais fait de différence entre ses petits-enfants, quelle que soit leur couleur de peau. Je pensais à cette France dans laquelle le métissage
malgré les crimes racistes, malgré les discriminations, s'affirmer de plus en plus. Et je me disais que cette société à laquelle nous appartenons a su présenter cette part lumineuse grâce à un idéal porté par des générations entières de révolutionnaires et de républicains autour du triptyque liberté, égalité, fraternité. Et c'est d'ailleurs pour cela que contester les discours sur la supériorité de la civilisation ne renvoie chez moi et chez nous ici à aucune honte de la civilisation ou de la société à laquelle nous appartenons, bien évidemment, parce que précisément nous appartenons à une société qui a réalisé effectivement des choses absolument formidables. Une société dans laquelle il y a une capacité à construire une réalité complexe où s'entrechoquent, se mêlent ou se recomposent des populations d'origines diverses. Et ce qui me semble désagréable dans la période actuelle, c'est que celles et ceux qui se présentent comme les défenseurs de la civilisation européenne sont précisément ceux qui semblent vouloir en exhumer le pire et en consommer le meilleur. Il est en outre toujours étonnant que ceux-là même qui se font les porte-drapeaux de la grandeur de la civilisation sont ceux-là même qui la rendent petite et méprisable aux yeux du monde entier. Vous avez compris que selon Détour, disait les récents propos de M. Léon, la supériorité des civilisations, un ministre de l'Intérieur dont les actes et les propos ont, par leur constance, jamais démenti depuis qu'il s'est hissé au plus haut niveau de l'État, porté une tâche sur la République et tourné le dos aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Une liberté bafouée à travers le rêve d'une France policière et fichée, une égalité attaquée lorsque l'on en vient à s'ébattre dans les eaux saumâtres d'un racisme larvé, et une fraternité effritée lorsque l'on fait de la France non plus une société qui tend la main au reste du monde, mais un pays dont le projet devrait être de se recroqueviller et de se plonger dans un bocal de formol. Notre civilisation supérieure, selon M. Guéant, devrait se protéger. Mais quelle étrange peur, quel peu de foi, moi qui suis athée, pour une civilisation qui a des idéaux aussi forts que ceux que je viens de citer. Et quelle étrange stratégie que de prétendre défendre une civilisation et un modèle de vie en sapant les fondements les plus essentiels. À l'issue de ces années, je le disais, M. Guéant a porté une tâche sur la République, et j'espère que cette tâche, quel que soit le résultat des élections à venir, ne survivra pas à ce printemps. Et je le dis d'autant plus fort que la société française souffre de ces attaques constantes contre le vivre ensemble, à travers cette manipulation sans fin des peurs et des angoisses. L'Europe est aujourd'hui en crise et s'aperçoit, même si cela n'est finalement pas si nouveau au demeurant, qu'elle ne domine plus le monde. Dans cette phase de son histoire, l'Europe se trouve tiraillée en Hongrie, en Suède, en Autriche, en Grèce, en Italie, par des expressions électorales et même par des actes terroristes, si je pense à la Norvège. C'est en réalité pour draguer le Front National, qui est l'expression française de cette vague qui balaye l'Europe, que M. Guéant, déclaration après déclaration, s'en est pris avec autant de violence, notamment aux musulmans, un ministre de l'Intérieur dont l'animosité qu'il entretient à l'endroit de ces musulmans n'est finalement que la piteuse euphémisation de la haine des Arabes. Et au final, M. Guéant se rêvait comme le Talleyrand de Nicolas Sarkozy, et on se souviendra de lui comme le valet de chambre de Marine Le Pen. Mais dans la période, il est parfois à se demander si construire des liens avec le Front National est estimé à sa juste dangerosité. SOS Racisme a contribué avec bien d'autres acteurs à créer un cordon sanitaire autour de ce parti gorgé de haine et de violence. Et puis, par la grâce d'un storytelling dont la grossièreté nous faisait sans doute nous inquiéter insuffisamment, Marine Le Pen a réussi à se présenter comme étant la chef d'un parti en voie de normalisation. Madame Le Pen a disparu sous le vocable de Marine. Madame Le Pen est devenue finalement la personne qui représentait le vrai peuple soumis aux souffrances de la crise économique et sociale. On vit même des journalistes incapables de mener correctement une interview par une sorte de fascination étrange par rapport à cet animal politique qu'est Marine Le Pen, qui pourtant ne renie en rien l'héritage de son père Jean-Marie Le Pen. On vit même des journalistes s'offusquer que nous manifestions face à la présence de Marine Le Pen
dans une université il y a de cela quelques semaines. Évidemment, la présence de Marine Le Pen à un fameux bal viennois il y a quelques jours où elle valsa avec des néo-nazis fait que la nature de ce parti est aujourd'hui rappelée avec une certaine violence. Et pour faire dans l'autosatisfaction, je suis fier d'appartenir à une association qui, aux côtés de l'Union des étudiants juifs de France, dont je salue la présence, eh bien, une association qui a mis le doigt sur le caractère infâme de la présence d'une candidate à l'élection présidentielle française à une initiative de fait interdite aux Juifs. Vous aurez constaté que Mme Le Pen, face à notre charge, a tonné, a menacé de poursuites judiciaires. Eh bien, je dis à Marine Le Pen qu'elle appartient à une famille politique qui porte en elle le crime et qui fait qu'aujourd'hui, des dizaines d'adolescents ne sont plus là pour vivre et pour construire la société en Norvège. Je dis à Mme Le Pen qu'elle a un problème avec la Shoah et qu'elle n'a pas rompu avec les milieux néo-nazis. Je dis à Mme Le Pen qu'elle a un entourage raciste et antisémite. Je dis à Mme Le Pen que son programme reprend les pires propositions formulées naguère par son père. Je dis à Mme Le Pen que son tournant étatiste constitue un rapprochement avec l'idéologie fasciste. Et je dis à Mme Le Pen que ces éléments font qu'elle-même et son parti sont un danger pour la République et pour la démocratie. Et si Mme Le Pen a le moindre problème avec une seule de ces affirmations, eh bien qu'elle nous attaque en justice. Pour notre part, nous sommes prêts. Pour notre part, nous sommes prêts au débat judiciaire avec beaucoup de sérénité et que Mme Le Pen sache bien une chose, ses coups de menton ne nous impressionnent pas et sa stratégie d'intimidation n'est pas près de nous faire taire. À cet égard, nous continuerons à prendre part, autant que faire se peut, au débat. Nous sommes d'ailleurs en train d'organiser des initiatives contre le Front National, comment dire qu'on vous entendrait parler dans les semaines à venir. C'est d'ailleurs en pensant à cette montée des dangers venus de l'extrême droite que nous avons nommé les tables auxquelles vous êtes installés par des noms de résistants au nazisme, d'autant plus que nous sommes un 6 février et que le 6 février 1934, des ligues d'extrême droite tentèrent de renverser par la force la République en tentant d'envahir l'Assemblée nationale. Et les noms qui figurent sur les tables montrent des parcours et des identités variées, des Français et des étrangers, des personnes de gauche et des personnes de droite, des hommes et des femmes, des blancs et des noirs, des catholiques, des protestants, des athées, des juifs, mais tous unis dans la détestation du racisme et de la barbarie qui s'abattit alors sur l'Europe. Pour la partie française des résistants, j'aurais d'ailleurs envie de poser ces questions au Front National et à ceux qui tentent de l'inscrire dans la légitimité républicaine. En 1940, entre l'Arménien Manoukian et Philippe Pétain, qui était le plus français? Entre la noire Joséphine Baker et Philippe Henriot, qui était le plus français? Entre le juif Pierre Dac et Pierre Laval, qui était le plus français? Pour les gens qui sont ici, les réponses sont évidentes, mais je pense que Mme Le Pen n'aurait pas apporté forcément les mêmes. Bien évidemment, l'éthique dans le combat politique, elle est fondamentale. Ce n'est pas parce que l'on se sent mal dans sa vie que l'on doit s'abandonner au vote en faveur d'un parti raciste, si bien qu'il n'y a rien de glorieux à voter en faveur du Front National. Expliquer qu'il faudrait excuser le Front National, c'est abaisser les citoyens. Je préfère pour ma part mettre en avant ces millions de Français qui, pris dans les conséquences de la crise économique et sociale, refusent de se laisser aller pour un parti structuré par la haine de l'autre. Mais, et c'est là une conviction ancienne de SOS Racisme, et même qui date de la naissance de SOS Racisme, l'éthique évidemment ne suffit pas. Et le vote en faveur du Front National doit aussi être analysé comme la marque d'une incapacité pour des millions de citoyens à percevoir dans les partis républicains la définition d'un projet de société qui permettrait à chacun de se projeter avec confiance dans l'avenir. J'espère donc que cette campagne présidentielle sera l'occasion de mettre en avant le vivre ensemble, de mettre en avant qu'une société est plus forte lorsqu'elle respecte l'ensemble de ses membres et en tire le meilleur, et d'insister bien évidemment sur l'impérieuse nécessité de retrouver des marges de manœuvre politiques face à une sphère financière qui s'est affranchie de toutes les contraintes démocratiques. Pour notre part, les semaines à venir seront l'occasion de poursuivre ce que nous promouvons depuis toujours, à savoir que face à la perspective de la guerre entre les pauvres et les discriminés que Marine Le Pen prépare avec opiniâtreté, c'est la promotion de l'égalité
qui est la meilleure réponse pour construire une société dont nous pourrions être fiers. Ces dernières années, de larges fractions de la population ont subi des ruptures d'égalité ou ont été maintenues dans des situations d'inégalité. C'est en se battant ensemble que ces citoyens auront une capacité à retrouver une voie forte dans l'orientation des politiques menées, et non pas en se battant entre eux. Frapper le noir n'a jamais fait baisser le chômage, frapper la femme n'a jamais permis de se désendetter, frapper l'arabe n'a jamais réglé le moindre problème de logement, frapper l'homosexuel n'a jamais fait reculer l'insécurité. Par contre, c'est en unissant nos forces, soit pour améliorer notre situation propre, soit en référence aux idéaux de la République, que nous vaincrons les défis qui se posent à notre société. Le plus beau cadeau que pourraient d'ailleurs faire les catégories stigmatisées serait de se laisser exclure du champ citoyen. Et on voit bien aujourd'hui la tentation, doter une légitimité aux étrangers et à leurs enfants, doter une légitimité aux jeunes, doter une légitimité aux personnes habitant les quartiers populaires, doter une légitimité aux pauvres ravalés au rang d'assistés, de participer au débat citoyen. Eh bien, cette stratégie ne peut pas, en l'occurrence, marcher. Ce que nous devons tous dire, c'est que la France, c'est nous, et pour ma part, je ne m'excuserai pas d'être français et d'être un citoyen de la façon la plus active qui soit. C'est pourquoi nous serons attentifs à ce que les discriminations, la ghettoisation, l'immigration soient des sujets traités par, car celles et ceux qui les vivent ne sont pas des citoyens de seconde zone. Cette logique d'action est d'autant plus fondamentale que le débat républicain serait hémiplégique s'il n'abordait pas ces thèmes. La République a d'ailleurs toujours failli lorsqu'elle occultait les tensions qu'il a traversées et les défaillances qui empêchaient le plein accomplissement des idéaux qu'elle porte. Et je terminerai par cette phrase de Martin Luther King, qui met toujours en appétit. Nous sommes obligés de vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. Je vous remercie. Bravo, bravo. Merci Dominique Sopot. Merci pour ce brillant discours.